Chapitre 21. Les amants du solstice. Margherita Barberiggi essaya pour la 1000e fois de calmer Pippo, mais le gros chat couleur crème, qui avait arpenté le quartier dell'Arte avec toute la majesté dédaigneuse de son espèce, n'était plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Après avoir reniflé, avec une expression d'horreur indignée, les moindres recoins de la chambre qu'il devait partager, pour comble de disgrâce, avec Apollonio Vitelli, il s'était replié contre le mur, derrière le coffre qui contenait les robes de sa maîtresse, dans un interstice si étroit que Margherita se demandait si ses organes internes étaient solides ou liquides pour parvenir à s'y couler. Margherita lui fit 1000 invites, lui tendit un petit morceau de goéland dont il raffolait, l'appela de tous les petits noms tendres et ridicules dont elle avait l'habitude de l'affubler. Mais le gros amour de chat, le petit fiancé moustachu, le tendre poilu ne répondait à aucune sollicitation et se contentait de darder intensément sur la jeune femme, depuis son coin de ténèbres, ses gros yeux ronds, perpétuellement effarés. Lorsqu'enfin, après le départ de Vitelli, il se risqua à mettre avec une lenteur exaspérante le bout des pattes dehors, Margherita se recula légèrement et lui versa du lait dans une soucoupe. Le chat, aplati, rampa jusqu'à l'écuelle qu'il entreprit de vider goulûment, mais juste au moment où Margherita espérait pouvoir l'attraper et le câliner, il y eut un de ces grondements telluriques qui déchiraient régulièrement l'atmosphère. Un bruit semblable au tonnerre, mais assourdi, étouffé par la terre, qui chaque fois vibrait très légèrement. Le chat fit valser l'écuelle de lait dans un mouvement si brusque que Margherita ne put le retenir. Il replongea derrière le coffre et émit un petit son plaintif. Margherita, en se contorsionnant, parvint à passer une main derrière le coffre et tenta de le rassurer en lui caressant la tête, mais il recula, rétif même à cette main adorée, et après avoir essuyé le lait répandu, elle dut le laisser là, le cœur serré. Apollonio était allé à la loggia, et elle décida d'y faire un tour avant de se rendre à l'invitation de la régente. Ce portique était ouvert sur 2 côtés qui donnaient sur la mer, et possédait sur les 2 autres côtés des portes qui permettaient d'entrer dans la villa. Des étudiants de Vitelli, Ernesto et Vittoria, étaient en train de colorier les trompe-l'œil que le maestro avait rapidement esquissés, tandis qu'Apollonio, grimpé sur un échafaudage, effaçait et modifiait des tracés de craie sur les voûtes du plafond. « Ah, te voilà, Margherita !» lança-t-il des hauteurs où il régnait seul. « Que penses-tu de ce nouveau tracé ?» Margherita essaya de comprendre ce qu'il avait en tête. La voûte centrale, immense, serait consacrée à un seul grand motif, mais ses 4 coins étaient occupés par des formes d'écussons, et il y avait un grand cercle en son centre. Les voûtes latérales, quant à elles, étaient encore vierges. « Que penses-tu du cercle central ? Je me demande si cela ne va pas tout gâcher. Que veux-tu peindre à l'intérieur ? D'abord une riche bordure dorée, double ou triple, avec des motifs antiques, et peut-être des rayons comme si le rond était un miroir en forme de soleil. Puis je pensais reproduire l'autoportrait en fin du monde. Mais le tableau original n'est pas rond ? Justement, je modifierai le cadrage. Je retirerai peut-être la partie gauche avec la chambre et la femme au miroir. Je ne garderai que le singe fixant les spectateurs et en arrière-plan le théâtre en flammes. Mais quel sera le rapport avec ton projet pour la voûte principale ? L'ensemble formera une vanité. L'autoportrait en fin du monde porte sur la vanité de l'art. Je placerai aux 4 coins un symbole de mort associé avec chacun des 4 éléments. Pour l'eau, je représenterai l'abysso, avec un sarcophage royal en train de couler. Pour l'air, je représenterai un paysage orageux, avec une large partie de ciel et des arbres couchés par le vent. Pour la terre, bien sûr, le zoccolo. Je ne sais pas encore si je le représenterai avec ou sans le dragonnet. Et pour le feu, un tableau en train de se consumer. Il faudra que je réfléchisse à quel tableau. Et au milieu ? Nous sommes dans une loggia. Le plafond doit être beau. À première vue, pour le passant qui ne jettera qu'un rapide coup d'œil, cela représentera un jardin avec une source, des fleurs, des papillons, des myriades d'enfants nus se poursuivant parmi des animaux dociles.
Et si l'on regarde mieux? Je veux faire une grotte dont l'entrée aura la forme dissimulée d'une tête de mort, et il y aura un enfant d'une affreuse maigreur, aux yeux caves, parmi les bambins joufflus, et peut-être du sang qui dégouline des babines de certains animaux. Le corps des papillons, trop petit pour être vu de loin, sera également à l'effigie de démons et de monstres, mais le passant innocent, d'en bas, ne verra que la magnificence de leurs ailes. Où vas-tu trouver des enfants pour poser? Il n'y en a pas beaucoup ici. Je sais, il faut que je réfléchisse à cela. Margarita sourit. J'ai hâte de voir ça, dit-elle, mais en attendant je vais y aller, car Gemma doit nous attendre. Il me semble que ton cercle central est trop petit par rapport à la taille des écussons. Apollonio sauta à bas de l'échafaudage et jaugea ce qui venait de lui être dit. Tu as raison, approuva-t-il. Au nom de Gemma, comme piqué par un taon, Ernesto avait relevé la tête. Margarita lui fit un sourire gracieux qu'il lui rendit un peu confus. Elle jeta un dernier regard circulaire à la loggia qu'elle imagina achevée. Lorsque viendrait l'heure des couleurs, elle proposerait son aide à Apollonio, ou au moins à Ernesto. Elle avait des idées pour obtenir le vert particulier des feuilles d'agrumes et l'or pâle mêlé de bleu timide qui constituait le fond du ciel le matin à cette hauteur. Mais elle n'avait pas menti. Gemma les attendait. Et si elle s'intéressait sincèrement au projet de son amant, elle était beaucoup plus excitée par l'opéra que Gemma devait leur présenter. Peindre les décors d'un opéra, c'était là un naufrage trop éphémère et trop vulgaire pour Apollonio, mais pour elle, qui avait besoin d'idées extérieures auxquelles accrocher son talent, c'était une opportunité magnifique. Elle traversa d'un pas léger la moitié de la villa. On retrouvait ici certains des bruits familiers du quartier dell'Arte, les instruments qu'on accordait, les morceaux de musique qui éclataient sans prévenir et s'arrêtaient au milieu d'une mesure, les bruits des talons des ballerinas claquant sur le sol, les coups de ciseaux des hauts couturiers et les coups de pelle des jardiniers, sans oublier les soupirs des érotistes qui se mêlaient inextricablement à la rumeur joyeuse des autres arts. On mangeait bien à la villa, les gastronomes étaient en veine, et n'étaient ces grondements terribles qui secouaient régulièrement le sol et couvraient de leur vacarme tous les bruits de la vie. On vivait une période bénie, de fougue créatrice et d'exaltation collective. On était à la fois dans une œuvre d'art, car la villa était, de fait, une œuvre d'architecture éblouissante, et en train de la créer, ou plutôt de l'achever, comme Apollonio qui y ajoutait des fresques. Même l'opéra projeté par Gemma semblait appartenir à la villa lorenziana. Il était la justification du théâtre qui la couronnait comme un joyau. Il serait l'expression lyrique collective de ce palais, la synthèse de tous les arts qui l'abritaient. C'était une expérience esthétique inédite, totale, où l'on était à la fois créateur et spectateur, où l'on baignait en permanence dans l'art comme dans cet air de la montagne pure et embaumée, voisin de l'éther, qui semblait tout droit descendu des astres. Gemma avait retrouvé son rayonnement. Elle était arrivée comme une fleur froissée, à demi desséchée, et, replantée dans ce terreau fertile, elle avait redressé sa tige gracieuse et déployé ses pétales délicats. Une vie intérieure, secrète, l'inondait comme une sève, et ici, sur la scène de ce théâtre si près du ciel, elle paraissait mériter son sang royal et son titre de régente. Elle accueillait tous les aristocrates concernés par l'opéra, dont le titre avait été murmuré déjà et qui circulait sur toutes les lèvres, les amants du solstice. Compositeurs, chanteurs, musiciens, peintres, hauts couturiers, architectes, poètes, comédiens, librettistes, dramaturges, danseurs, se coudoyaient sur les gradins du théâtre et prenaient la mesure de ce lieu exceptionnel. Aucun théâtre de Marsiglia, et même le mythique théâtre d'été de la Villa Ridolfina, ne pouvait rivaliser avec la majesté antique de cet écrin de pierre et d'azur. La beauté semblait avoir suspendu son vol surnaturel pour se poser là, dans ce nid d'aigle, et ils avaient l'impression de pouvoir la toucher. « Mes amis, commença Gemma d'une voix claire, je ne peux exprimer le bonheur que j'ai d'être ici, avec vous, à l'aube d'un projet si exaltant. Je veux parler, évidemment, des amants du solstice, dont le livret, en cours d'écriture, va vous être révélé. Une grande histoire d'amour et de mort, de passion et de sacrifice, un grand mythe que nous allons servir de toutes nos forces,
et qui deviendra, j'en suis sûre, le grand œuvre de Marsilia. Les sourires sur les visages se figèrent imperceptiblement lorsque la terre gronda. Gemma attendit, impassible, que cette onde passât. « Je vais maintenant laisser la place à ma chère Maddalena d'Albano, qui saura vous conter mieux que moi l'histoire qu'elle a imaginée et que nous allons tous développer et enrichir de nos arts respectifs. » Maddalena s'avança, et dans sa joie, Gemma ne put s'empêcher de l'embrasser sur les lèvres avant de s'éclipser. Elle était moins brillante et moins extravertie que Gemma, et n'avait pas l'habitude de parler en public. Elle fit donc signe aux aristocrates de la rejoindre sur la scène et s'assit au milieu d'eux. Gemma, toujours debout, contemplait cette scène amoureusement. Elle trouvait tous ces jeunes gens merveilleusement beaux. En effet, la séparation entre les aristocrates qui avaient accompagné Gemma et ceux qui étaient restés avec Fabio correspondait peu ou prou à une rupture entre générations. À quelques exceptions près, les aristocrates qui l'entouraient aujourd'hui étaient jeunes ou dans la force de l'âge, et leur silhouette lui inspirait un vague désir qui s'adressait à eux tous universellement, hommes et femmes, chacun lui paraissant parfait dans son genre. Acte 1, commença Maddalena avec une certaine coquetterie. Un prince destiné à succéder à son père sur le trône. Le père, se sachant malade, veut lui transmettre sa sagesse et les clés du royaume, et le prince lui promet de suivre au mieux sa trace. Mais pendant la nuit, des rêves le hantent, et il se réveille agité. Il rêve d'un autre monde, un monde de beauté, qu'il essaye de reproduire à ses heures perdues dans des tableaux qu'il cache à tout le monde. Son père, en effet, méprise les arts, et punit même les rêveurs, les bateliers, les comédiens qui détournent ces sujets de leur devoir de citoyens. « J'imagine déjà un duo, » murmura un compositeur. Le père parle en raison, avec une ligne mélodique en do majeur et un rythme binaire, et le fils faisant un contre-champ inattendu, qui s'échapperait sans cesse de la gamme majeure pour dériver sur un mi ou un sol mineur. « Oui, » ajouta un autre, la ritournelle du père devenant peu à peu presque rythmique, répétitive, tandis que les ornements du fils produiraient une ligne mélodique qui se détacherait. Maddalena sourit et continua. Un jour, alors qu'il est envoyé par son père dans le royaume voisin en ambassade, le prince fait halte dans une clairière, au bord d'une source, et s'y dirige pour se désaltérer. Là, il rencontre une nymphe, une fée belle comme l'aurore, enveloppante comme de l'eau fraîche, qui danse autour de lui. « Un ballet !» coupa une chorégraphe, avec les filles des eaux évoluant en cercle autour du prince et lui faisant tourner la tête. « Avec un thème musical cascadant, aquatique !» ajouta un compositeur, que le prince aurait déjà pu entendre en rêve. Maddalena continua. Le prince et la fée tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et se séparent à regret, car le prince doit poursuivre sa mission d'ambassade. Ils se jurent fidélité et promettent de parler à leurs pères respectifs. « Quelle tessiture pour le prince ?» demanda un chanteur. « Un ténor pour le prince et une voix de basse pour le père ?»« Il faut un canon à cet endroit, » suggéra un compositeur. « Un canon sera parfait pour la fin de l'acte 1, » dit Maddalena. Acte 2. Nous sommes dans le royaume voisin, et le prince comprend qu'il s'agit d'une tentative de mariage arrangé. Le beau-père ne cesse de vendre les beautés et les qualités de sa fille, qui, malgré sa beauté, se déplace gauchement et avec froideur. « Nicolina !» lança un impertinent qui fit rire tout le monde. À son retour, le prince retrouve sa fée en larmes. Son père lui a ordonné de renoncer à son amant mortel. La fée essaye de dire au revoir à son prince, mais un amour invincible la jette à tout moment dans ses bras. Il la supplie de demander audience pour lui à son père, le roi des fées. Elle le quitte et lui donne rendez-vous pour le lendemain, au clair de lune, à cette même source. Le prince rentre chez lui et annonce à son père que son ambassade a échoué, car il ne désire pas épouser la princesse. Il dit qu'il en aime une autre et que son choix est définitif. Le père se lamente sur l'inconséquence et l'égoïsme de la jeunesse, incapable de se sacrifier pour le bien-être du royaume. Il suit son fils dans l'espoir de le convaincre, mais le trouve en train de peindre le visage de sa fée. Le père, en voyant d'abord qu'il enfreint son interdiction de peindre, puis, en voyant ce visage, commence une vive dispute, mais il est victime d'une sorte d'attaque qui le mène sur son lit de mort. Sa femme vient le voir, et il lui confie que dans sa jeunesse, il a été ensorcelé par une fée des eaux semblable à celle-ci, qui s'est jouée de lui, et qu'il considère le royaume des fées comme un royaume ennemi.
Le père, resté seul, attend son fils qui ne vient pas. Fin de l'acte 2. Musique sombre, solo de basse funèbre. Acte 3, au royaume des fées. La présentation du royaume devra être riche de fantaisie et de magie. Oh, j'imagine déjà un décor avec des jets d'eau, dit un architecte. Et un fond à dominante bleu-vert. Il faudra un chœur des fées à ce moment-là. Et une chorégraphie qui rappellera celle de l'acte 1. Le roi reçoit le jeune homme, mais le laisse à peine parler. La voix du père alterne avec les supplications et les conseils de la fille. Pourquoi pas un contralto pour le père? Cela donnerait de l'étrangeté. Nous n'avons plus de haute contre, protesta un autre. Baccio s'est retiré. Quoi qu'il en soit, reprit Maddalena, la remontrance ne se termine pas bien. Le père ordonne aux deux amants de profiter l'un de l'autre jusqu'au solstice. Passé cette date, s'ils n'ont pas renoncé l'un à l'autre, il commandera à l'eau de frapper le royaume des mortels, et ce fléau les emportera tous. Heureux de cette permission temporaire, ils se retrouvent dans la forêt et échangent baisers et serments. Mais un messager vient chercher le prince. Le roi se meurt. Le prince donne à nouveau rendez-vous à la fée, et le roi, sur son lit de mort, maudit son fils et ordonne à son peuple de tuer la fée. Le prince exprime alors son dilemme dans des stances tragiques. Renoncer à son royaume ou renoncer à son amour. Acte 4. Les deux amants se sont réfugiés en haut d'une montagne, d'où ils contemplent la mer et le ciel. Ils se consacrent à leur amour, en guettant dans le ciel la progression des astres qui indiquent l'approche du solstice. Pendant ce temps, le roi des fées prépare son fléau. J'imagine une description détaillée des ravages qu'il projette, dit un librettiste, sur une musique violente, tragique, avec des roulements de tambour et des cymbales. Le roi est mort, et le royaume humain se retrouve privé de dirigeants. Les mortels, dans leur rage, retournent tout le royaume pour retrouver le prince et massacrer la fée. Avec un cœur inquiétant, une mélodie répétitive, presque psalmodiée. Les deux amants, lorsque le solstice semble proche, ressassent leur dilemme. Le prince conjure la fée de retourner dans son royaume et de renoncer à lui. Ainsi, elle aura la vie sauve, et le royaume des mortels pourra survivre, mais il annonce qu'il ne survivra pas à leur séparation. Elle le supplie de se marier avec la princesse, et propose de continuer à se voir en secret, à chaque nouvelle lune, lorsque la nuit est noire. Ils entendent la rumeur des soldats qui ont trouvé leur cachette. Ils n'ont plus que quelques minutes pour s'aimer, et se jurent de se retrouver dans l'au-delà, lorsque, délivrés des violences paternelles, libres de leurs peuples respectifs, ils pourront atteindre ce pays de beauté et de lumière que le prince a toujours vu dans ses rêves. Le solstice approche. La fée ne veut pas que le royaume du prince soit détruit par leur faute. Elle crie pour appeler ses poursuivants. Ils attendent la mort sereinement, dans un dernier embrassement, en se décrivant les merveilles de l'au-delà. Le Zoccolo, comme pour se joindre au récit qu'elle achevait, cracha une longue fumerole noire qui s'enroula comme un serpent dans le ciel d'azur. Un tonnerre lointain gronda dans les profondeurs, suggérant l'existence d'un monde souterrain inconnu où des choses incompréhensibles se tramaient. Et nous finirions sur la note paisible de l'attente ou sur la mort tragique des amants? C'est à vous de voir ce qui dégagera le plus d'émotion. Gemma, légèrement en retrait, assise sur les gradins, souriait en écoutant les propositions de chacun. Les amants du solstice étaient en train de prendre forme dans les cœurs, dans les songes, dans les mains de tous ces artistes. Il était sorti du néant, et sa naissance miraculeuse était une fête. Qui voulait écrire telle scène, qui chorégraphiait telle autre, qui avait des idées pour un quatuor magnifique, qui se proposait pour interpréter un rôle. Peu importait le tonnerre souterrain, et la mort presque certaine qui rôdait autour d'eux sous forme de volutes noires. Qu'en avait-il à faire après tout? L'art était souverain. Il était leur phare éblouissant dans cet abîme, ils s'en remettraient à lui et ils seraient sauvés. Lucrezia appréciait de plus en plus la compagnie de la dottoressa. La vieille dame disait souvent des phrases insolites qui l'amusaient, comme « L'avantage, quand on est si proche de la mort, c'est qu'on peut espérer ne jamais revoir certaines personnes. Par exemple, je suis bien contente de ne jamais revoir ton père, Lucrezia. » Ou « Je me demande parfois si tous ces gens, parmi lesquels nous nous trouvons, sont totalement fous, totalement idiots ou totalement indifférents à leur sort.
Ou encore « Ma petite fille, les 9/10 de mon existence ont été parfaitement inutiles. La longévité n'est qu'un marché de dupes. » Rigarda philosophait à coups de petites phrases aigres qui tintaient dans son silence comme des grelots. Lucrezia ne cherchait jamais à la distraire de son grand sujet, la mort, et aimait d'ailleurs en parler avec elle. Rigarda ne se dérobait pas aux questions de l'enfant, pas plus sur la mort, la décomposition des cadavres, le rituel de la plongée dans l'abysso, que sur d'autres sujets que les adultes avaient toujours évités avec elle, le sexe, l'argent, le pouvoir, la haine. Mais s'il y avait un sujet sur lequel la vieille dame était incollable, c'était celui des éruptions volcaniques. Lucrezia, qui avait été frappée par ce qu'elle avait entreaperçu dans le mémoire des savants étrangers, demanda à la vieille dame tous les détails qu'elle n'avait pu comprendre. Et Rigarda n'édulcora rien, expliqua tout ce qu'elle savait, raconta tous les récits d'éruptions qu'elle avait pu lire des anciens. Lucrezia, qui, lorsqu'elle quittait sa grand-tante, se mêlait aux aristocrates, était ainsi ballottée entre deux extrêmes. Immobile et absolument digne de confiance, la vieille dame la préparait à une mort qu'elle considérait comme certaine. Virevoltants et beaux parleurs, les aristocrates, quant à eux, l'entraînaient dans leur tourbillon, l'enveloppaient du voile irisé de leur déni, de leurs illusions, de leur silence. Ils parlaient beaucoup du Zoccolo, pour en admirer la forme, pour en vanter la puissance, mais ils n'évoquaient jamais directement la possibilité de son éruption. C'était un volcan littéraire, un volcan pictural, une forme symbolique qui ne menaçait pas leur corps. Même lorsque grondait la foudre souterraine ou lorsque crépitait une explosion de soufre, ils demeuraient impassibles. Qui avait raison ? Lucrezia savait que c'était sa grand-tante qui raisonnait le mieux, et que les aristocrates ne faisaient ici que réitérer ce qui l'avait tant blessé le soir où ils l'avaient appelée l'intranquille. La vérité était nue devant eux, les surplombait de sa masse, les assourdissait de ses menaces, mais ils se contentaient de jeter sur elle un voile charmant et de la déguiser. Valait-il mieux se préparer à la mort à la façon de Rigarda, en gardant les yeux ouverts, ou valait-il mieux, comme eux, se plonger dans un rêve éveillé qui les maintenait, avec une puissance presque magique, dans un état de joie et de créativité permanent. Finalement, ne mourraient-ils pas tous de la même manière, et l'important n'était-il pas ce qu'ils faisaient, les uns et les autres, des instants qui leur restaient ? Considérée sous cet angle, la question n'appelait plus la même réponse. Aujourd'hui, cependant, Lucrezia quitta précipitamment le théâtre de la villa sans écouter la fin de l'histoire des amants du solstice. L'un des aristocrates s'était moqué de sa mère, et tous avaient ri, et l'enfant ombrageuse avait disparu sans prévenir personne. Elle n'avait pas envie de retourner à sa chambre et d'expliquer à Rigarda pourquoi elle revenait si tôt. Elle se dirigea donc vers le bureau qu'occupait Lazzaro Calbi. Le consigliere avait toujours des bonnes choses à manger par devers lui, et lui non plus ne la traitait pas comme une enfant. Elle le trouva en train de donner des ordres à des petites mains assemblées. Elle attendit quelques minutes que cette réunion fût terminée et s'approcha de lui d'un air hésitant. « Tiens, la piccola principessa, dit-il d'un air fatigué. As-tu besoin de quelque chose ?» Lucrezia le considéra un instant. « De ma mère, d'une place dans un bateau pour quitter l'île avant l'éruption, et peut-être d'une pâtisserie ?» Lazzaro sourit et lui tendit une assiette de friandises. « Sers-toi, dit-il, je mange trop. Cela me fera le plus grand bien que tu me soulages de quelques gâteaux. »« Pourquoi dites-vous que vous mangez trop ?» demanda-t-elle. « Cela n'a plus d'importance maintenant, si ?» Lazzaro cligna des yeux. « Tu as raison. La dottoressa me dit qu'elle se demande si les aristocrates sont totalement fous, totalement idiots ou totalement indifférents à leur sort. Qu'en pensez-vous ? » « Je pense que c'est plus compliqué que cela. Gemma a-t-elle conscience d'avoir entraîné tous ces gens vers la mort ?» Lazzaro soupira. Il hésita un instant, puis il dit « Oui, je le crois. Ne le lui as-tu pas dit ? Peut-être qu'elle ne m'a pas cru ? Ou peut-être qu'elle a jugé que cela n'avait plus d'importance ? Comme de manger trop. » Lazzaro sourit à nouveau. « Si vous étiez plus petit, plus léger, plus jeune, plus mobile, si vous aviez un avenir plus grand que votre passé, est-ce que vous essaieriez de vous échapper d'ici ?» Lazzaro redevint grave. « Oui, sans aucun doute. Mais sois prudente.
Je suis presque sûre que notre liberté n'est qu'apparente. Il nous laisse évoluer à notre guise dans cette prison dorée, mais je ne pense pas qu'il veuille que nous en sortions. Les petits poissons ne passent-ils pas à travers les mailles du filet? Je te le souhaite, Lucrezia. Croyez-vous qu'il reste beaucoup de temps? Lazzaro secoua la tête en signe d'impuissance. Je n'en sais rien. Par moments, je me dis que cela peut durer indéfiniment, et puis le volcan gronde. Et je me dis que nous aurons de la chance si nous arrivons à voir cet opéra. Lucrezia termina son gâteau d'un air pensif. Je vais aller jeter un coup d'œil, consigliere, et je vous dirai si les mailles du filet sont vraiment serrées. La petite fille redescendit les étages de la villa, passa par des portiques, des galeries, et traversa même la loggia où travaillait Apollonio Vitelli. Puis elle se retrouva sur le chemin de ronde, et de là, elle se mit à suivre le sentier à quelque distance, comme on suit le lit d'une rivière, sans jamais mettre le pied dedans. Ce sentier bordé d'arbres et d'arbustes en fleurs serpentait entre le précipice plus ou moins proche, qui s'ouvrait à gauche, et la montagne plus ou moins escarpée, à droite. Et malgré la fragilité de son avenir et les deuils de son passé, malgré sa solitude, Lucrezia éprouvait une liberté qui l'enivrait. Marcher dans cette nature sublime, sur ces sentiers aériens, sans personne pour la surveiller, avec les senteurs des pins exaltés par la chaleur et le chant merveilleusement paisible des oiseaux d'altitude, cette sensation présente envahissait son jeune corps et touchait jusqu'à son cœur. Il y avait, dans ses 12 ans, un irréductible plaisir de vivre, une lumière que rien ne paraissait pouvoir entamer. Au bout d'environ 2 heures de marche, alors qu'elle commençait à ressentir un peu de fatigue et de soif, elle entendit des voix en contrebas sur le sentier et elle se mit à couvert pour progresser discrètement. Le sentier passait, non loin, par une sorte d'étranglement rocheux. Sur la gauche, il était dangereusement proche de la falaise. Sur la droite, une vaste clairière avait été débroussaillée, de sorte que la seule possibilité pour contourner cette passe était de marcher à découvert ou d'escalader au péril de sa vie le contrefort escarpé du zoccolo. Et le goulot était gardé par plusieurs hommes d'armes. Silencieusement, Lucrezia rendit hommage à la lucidité du consigliere. Elle était en train de rebrousser chemin, en essayant de ne pas se faire repérer, lorsque, dans un bosquet situé à quelques centaines de mètres du goulot, elle tomba nez à nez avec une femme étrange qu'elle n'avait jamais vue, ni à la villa, ni à Marsilia. C'était une femme plus âgée que sa mère, mais moins que Rigarda, qui avait une singulière prestance, malgré des vêtements usés et poussiéreux, et des yeux verts qui vous entraient dans l'âme. Elle était debout, haletante. « Petite, je suis fatiguée. Peux-tu me donner la main pour m'aider à m'asseoir sur cette pierre ?» Lucrezia n'hésita pas et lui donna la main. Il se passa alors quelque chose d'un peu étrange. La main de la femme pressa la sienne, avec ardeur, et de même que certains regards échangés possèdent une intensité particulière et font circuler entre ceux qui se regardent des informations muettes, ce contact de leurs mains les lia d'une façon mystérieuse. « Assieds-toi près de moi, » invita la femme en souriant. « Tu ne me connais pas? Je m'appelle Santa. »« Et moi, Lucrezia, » dit la petite fille intriguée. « Que faites-vous ici? Je ne vous ai jamais vu à la Villa Lorenziana. »« C'est la première fois que j'y viens. »« Par où êtes-vous passé? Les gardes vous ont-ils laissé passer? » ?»« Non, ces imbéciles n'ont rien d'autre dans la tête que leurs ordres. J'ai dû trouver une autre voie. Il existe dans la montagne un sentier praticable lorsqu'on a un guide sûr. » Lucrezia tourna la tête de tous côtés, mais ne vit que le bleu de l'azur, le bleu plus sombre de la mer, le vert des arbres et le jaune des fleurs. « Votre guide est-il parti ?» Santa eut un petit rire moqueur, mais sans malveillance. « Voici mes guides, » dit-elle en tendant ses mains. « Je suis dotée des mains particulières, petite. Mes mains savent plus de choses que moi. » Cette remarque était intéressante, mais Lucrezia préféra la laisser de côté. « Je ne sais pas ce que vous cherchez du côté de la villa, dit-elle, mais je vous conseille de vous en aller par où vous êtes venu. Ce lieu va probablement être détruit dans peu de temps. »« Non, dit Santa, pas probablement, certainement. » Lucrezia la dévisagea. « Ce sont vos mains qui vous l'ont dit ?»« Mes mains n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Je suis à la recherche d'un homme qui m'écoutera peut-être.
On l'appelle Lazzaro Calbi, le consigliere. Je crois qu'il est ici. En effet, je lui ai parlé il y a 2 heures. Peux-tu me mener à lui? Santa se leva et Lucrezia se mit en marche à ses côtés. Vous n'avez pas besoin de moi pour le trouver. Le sentier mène directement à la villa. En effet, mais j'espérais avoir le plaisir de te parler. De quoi voulez-vous me parler? Tu es trop jeune pour mourir. Lucrezia fut piquée au cœur, parce que c'était la première fois que quelqu'un le lui disait. Son père l'avait envoyée pour mourir. Rigarda lui disait de s'y préparer. Lazzaro Calbi lui disait qu'avec un peu de chance elle ne mourrait pas. Gemma lui disait de ne pas y faire attention, mais aucun, à part sa mère, n'avait essayé de la sauver. « Je crains de ne pas avoir le choix, » dit-elle avec prudence. Santa fit claquer sa langue. « Ne dis pas des sottises, on a toujours les choix, et je suis venue vous les rappeler. » Lucrezia resta silencieuse un long moment, se laissant bercer par le rythme de la marche. Elle s'arrêtait parfois pour attendre Santa, qui s'essoufflait beaucoup plus vite qu'elle dans cette ascension. La petite fille s'attendait à ce que cette mystérieuse femme reprît la parole, mais il n'en fut rien, contrairement aux autres adultes qui essayaient toujours de meubler la conversation avec les enfants. Santa économisait ses mots et son souffle. Mais une petite aiguille verte venait de percer la carapace de Lucrezia. Avec l'espoir renaissaient la peur et la révolte, l'intranquillité. Et où avez-vous trouvé l'entrée de ces grottes? Réfléchissez, consigliere. Où y a-t-il des grottes si profondes qu'elles communiquent par le bas avec la mer? La Grotta dei Morti? Tout juste. Je m'étonne que personne n'y ait pensé plus tôt. C'est vrai, reconnut Lazzaro troublé. Dans le manifeste que j'ai écrit, j'ai même parlé de la nécessité de trouver des grottes, mais je n'ai pas pensé à celle-là. Je suppose que vos coutumes et votre peur stupide de la mort ont verrouillé cette porte dans votre esprit. Et cette Grotta dei Morti pourrait bien devenir la Grotta dei Vivi. Vous y êtes descendu? Oui, avec difficulté, car je ne suis plus une jeune fille. Il faut d'abord marcher dans le canale funerale, presque jusqu'à la chute. J'avais de l'eau jusqu'à la poitrine, à peu près. Le courant est un peu fort, mais il est possible d'y résister, en s'accrochant sur les côtés. Juste avant la chute, il y a un passage sur la gauche qui mène à un réseau de galeries. Il doit faire noir là-dedans. Comme dans le cul d'un prêtre de la mer, dit Santa sans sourire. Mais je n'ai pas besoin de lumière. Elle agita ses mains devant elle. Vous faites de la lumière avec les mains? Demanda Lucrezia. Mais non, voyons, ne sois pas ridicule, petite. Personne ne fait de la lumière avec ses mains. Lucrezia n'insista pas. Ces grottes sont-elles vastes? Demanda Calbi. Oui, si nous vivions dans un monde de science et d'entraide, une grande partie de la population pourrait s'y réfugier. Une grande partie? Oui. Le chemin n'est pas tracé par la main, ni pour le pied de l'homme. Il faut sauter, se hisser, parfois passer par des orifices étroits. À ces mots, une étincelle s'éteignit dans les yeux de Lazzaro. Mais nous pourrions sauver les enfants, les jeunes gens et tous ceux qui sont assez valides pour entreprendre cette descente. N'y a-t-il pas un risque d'engloutissement de la grotte? Santa soupira. La mer sera houleuse et son niveau va monter. Mais certaines grottes sont à la fois protégées et largement au-dessus du niveau de la mer. Je suis presque sûre qu'on peut s'y tenir à l'abri. Lazzaro croisa le regard de Lucrezia, qui brillait de 1000 questions informulées. Ne serait-il pas plus raisonnable de se réfugier simplement à Marsilia? Après tout, le prince y reste bien, lui. Il doit estimer que le risque n'est pas trop grand. Vous conviendrez avec moi que tous les mâles albaregno sont des crétins, affirma sentencieusement Santa. Le père de la petite ne fait pas exception à la règle. Il se croit très malin, mais sa soif du lucre le perdra. Marsilia peut être balayée en un seul souffle du dragone. Le seul endroit où il faudra se trouver lorsque l'heure viendra, c'est à mes côtés, dans la grotte, près des morts qui nous protégeront dans leur ombre. Vous savez quand? J'y saurai. Mes mains sentiront les signes. Je viendrai chercher ceux qui veulent être sauvés, mais je n'aurai pas le temps de convaincre ceux qui veulent mourir. Santa tourna la tête vers Lucrezia. Ma petite, j'aurais bien besoin de quelqu'un pour m'aider. As-tu
Quelque chose qui te retienne ici ?» Lucrezia songea, absurdement, qu'elle ne connaissait pas la fin des amants du solstice, qu'elle ne verrait jamais la fresque d'Apollonio Vitelli. Elle hésitait. « Lucrezia, tu devrais suivre Santa, » dit Lazzaro. « Ne serais-je pas utile pour vous aider à convaincre les autres ?»« Je me fais fort de convaincre les petites mains, » dit Lazzaro. « Au besoin, je leur en donnerai l'ordre. »« Et les aristocrates ?» demanda Lucrezia. « Tu as déjà essayé de les prévenir, » fit remarquer Lazzaro d'un air sombre. « Peut-être qu'une fois qu'ils auront fini leur opéra, ils accepteront d'y réfléchir, » suggéra Lucrezia. « Et la dottoressa ? Et vous, consigliere ?»« Petite, chacun doit faire face à la mort, un jour ou l'autre, » dit Santa. « Te semble-t-il que la dottoressa et le consigliere manquent de force d'âme, de courage ?»« Non, » dit Lucrezia. « Alors ne t'inquiète pas pour eux. » Santa jeta un rapide coup d'œil à Calbi, qui la dévisagea sans rien ajouter sur ce sujet. « Qu'allez-vous faire entre-temps » demanda-t-il. « Il y a beaucoup d'autres petits à essayer de sauver à Marsilia. »« Surtout ne vous faites pas attraper, Santa. »« Je vais essayer. Et si les princes des crétins m'attrapent, ne vous inquiétez pas. Ils ne me retiendront pas longtemps. Et puis, si Lucrezia vient avec moi, quelqu'un d'autre connaîtra le passage. » Lucrezia avait la gorge serrée, mais elle sentait que le destin la poussait, une fois encore, dans une nouvelle direction. « Je vais dire au revoir à ma grand-tante, dit-elle. Attendez-moi ici. » Elle sortit précipitamment pour que le consigliere ne vît pas ses larmes. Il était bien près de pleurer lui-même et s'empara d'un baiser du prince. « Promettez-moi de la sauver, dit-il, une fois que le sucre eut calmé son angoisse. « Je vous le promets, consigliere. Elle aura une vie plus belle que ne l'aura été son enfance, et je compte sur vous pour les petites mains. Elles ne doivent pas payer pour les crimes de leur maître. » Vous n'aimez guère les aristocrates ? Ils sont un peuple des petits singes qui jouent avec des babioles colorées et des bouts de miroir, qui se les disputent, qui se les arrachent parfois avec une grande violence, qui passent à côté du monde dans lequel ils vivent et qui tyrannisent des gens plus sensés qu'eux. Cette description laissa Lazzaro rêveur. Sans doute, Lorenza ne l'eût pas appréciée, mais elle ne manquait pas d'une certaine vérité. N'était-il pas en ce moment même en train d'user toute leur force vive, en plein apocalypse, pour un spectacle ?